Mais à l'époque, tu sais, il y avait une automobile pour 5 personnes dans la maison ou 6 personnes dans la maison. Aujourd'hui, des fois, il y a 5 automobiles pour 3 personnes dans la maison. Exact. La premier élément qu'on s'est dit en voulant faire le plan d'urbanisme, c'est on veut un document accessible qui intéresse les gens, puis qui n'est pas un document qui va être tabletté, là, finalement. Fait que mon oncle, ma tante vont pouvoir le lire. Ils se diront, c'est là que Sherbrooke s'en va en 2035. Sherbrooke ne sera jamais Montréal ou Québec parce que c'est Sherbrooke. Grimpe, grimpe, grimpe jusqu'à moi. Je te tendrai la main et je serai ton hôte. Grimpe, grimpe, grimpe jusqu'à moi. Dis-moi tous tes secrets. Nous vivrons côte à côte. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Côte à Côte, un balado de la ville de Sherbrooke. Je me présente, Stéphanie Mongeau, stratège contenu et médias sociaux. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi un balado municipal? En fait, la réponse est simple. C'est que les enjeux municipaux, ça touche tout le monde. Ensemble, on lance la discussion sur une foule de sujets enrichissants, intrigants, voire même polarisants en lien avec le monde municipal sherbrookois. On réunit autour de la table des personnes passionnées pour nous démystifier les grands enjeux urbains. Le tout alimenté par vos questions et commentaires reçus par le biais de nos différentes plateformes, notamment Facebook. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que Côte à Côte est au pluriel. C'est pas une erreur, c'est voulu. En fait, on fait un petit clin d'œil à nos célèbres côtes sherbrookoises, parce que le contenu qu'on vous propose, il est 100% local. L'épisode d'aujourd'hui met la table pour le reste de la saison 1, parce qu'on répond ensemble à la question « Qu'est-ce que c'est ça l'urbanisme? Comment on réfléchit une ville? » Quand vous vous promenez dans la ville et que vous regardez les quartiers ou que vous marchez comme ça tout bonnement, vous avez des opinions, des questions? Il y a des trucs que vous voyez que vous auriez peut-être fait différemment? Cet épisode-là est pour vous. Pour m'aider à relancer la discussion, j'invite de ce pas ma co-animatrice. Elle est agente de liaison pour le plan d'urbanisme et j'ai nommé Olivia Le Tendre du Til. Bienvenue. Allô, bienvenue, merci. C'est difficile pour moi de t'exprimer à quel point je suis contente d'être ici pour notre premier épisode de la première saison de notre premier balado de la ville. Oui. Merci. Oui, merci à toi aussi. C'est vraiment une chouette aventure. Si tu permets, Olivia, je souhaiterais la bienvenue à nos deux invités d'aujourd'hui. Alors, je commence avec Stéphanie Côté. Elle est chef de projet au plan d'urbanisme. Stéphanie, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Et on poursuit avec le tout nouveau directeur du service du développement stratégique du territoire, Jean-François Morissette. Bienvenue. Merci, Stéphanie. Tu sais à quel point les communications sont importantes pour moi en urbanisme. Donc, c'est un bel outil là, qu'on s'apprête à mettre en place. Super. On est vraiment contente que vous soyez aussi emballés par le projet. On est un super beau groupe autour de la table pour parler d'un sujet puis lancer la discussion de notre première saison. J'ai envie de vous lancer un premier commentaire. Véronique nous a dit « Ville de Sherbrooke, le meilleur plan d'urbanisme serait justement d'arrêter l'urbanisation de Sherbrooke. » J'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a une limite à l'urbanisation de Sherbrooke? Est-ce que la ville va cesser de croître à un moment donné? Bien, en fait, Sherbrooke est une ville qui est très attirante pour les gens. On le voit, la population augmente à chaque année. Donc, nous, on croit qu'on est capable de faire croître la ville sans nécessairement se croître sur le territoire. Donc, on peut redévelopper aussi la ville sur la ville. Ça va évoluer. Les entreprises ont besoin d'employés. Donc, nécessairement, ça attire les gens sur place. Il y a les étudiants aussi en grand nombre. On a quand même 2 universités, 3 cégeps. Donc, c'est important. Il faut les accueillir aussi. Effectivement. Donc, il y a toutes sortes de dynamiques, en fait, qui font que les gens viennent à Sherbrooke. Puis, on est capable, en fait, de les accueillir et d'avoir un développement sensé en même temps. Parfait, merci. Jean-François, est-ce que tu aurais un complément? En fait, tout ce monde-là qui vit à Sherbrooke a une diversité de besoins aussi et il faut trouver les moyens d'adapter l'offre en logement, l'offre en commerce, l'offre en service pour venir, l'offre à différents niveaux pour venir répondre à ces besoins-là. La population évolue, on vit des changements climatiques, donc il faut travailler avec tout ça puis imaginer comment on peut accueillir des gens à Sherbrooke, mais comme disait Stéphanie, sans venir dénaturer complètement la ville. Assurément. En fait, je vous poserai d'abord la première question, parce que c'est le titre de notre émission. Qu'est-ce que c'est ça, l'urbanisme? Puis je commencerai avec Jean-François. Oui, c'est vraiment pas une notion
que tous les gens possèdent. Puis avec raison, parce que c'est vaste. Tu sais, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire et les gens ne sont pas conscients nécessairement, mais ça a un impact sur à peu près tout ce qu'ils vivent dans une journée. Tu sais, dès que tu ouvres le robinet, tu as de l'eau potable, ça vient de où? Ça vient du fait qu'il y a une ville qui a été planifiée avec des infrastructures qui t'emmènent l'eau jusqu'à ton robinet. Quand tu ouvres la porte, là, dès que tu sors de chez vous, l'urbanisme a un impact sur ce que tu vas vivre comme expérience dans la ville. Tu sais, sont où tes commerces préférés? Est-ce que c'est à proximité? Sont où tes loisirs? Où est-ce que tu travailles? Donc, ça, c'est des questions qui ont été influencées par les choix d'urbanisme et donc ça a un impact directement sur notre vie quotidienne. Puis, on le voit à la différence, les villes qui ont été bien planifiées au départ donnent souvent une meilleure qualité de vie aux gens que celles qui ont été qui ont eu une absence de planification, donc qui sont un peu chaotiques. Et là, ça vient juste créer des irritants dans la vie quotidienne des gens. Donc, ça a un impact direct sur ton quotidien. Ah, mais c'est super bien vulgarisé. Ça, donc, première partie de notre titre d'épisode fait. Maintenant, je me lance avec ma deuxième question. Comment on réfléchit une ville? Ben, en fait, il faut penser à toutes les composantes d'une ville. Fait qu'il y a des composantes industrielles, commerciales, institutionnelles, tout le volet résidentiel aussi qui est super important, évidemment, parce que les citoyens doivent vivre à quelque part, mais aussi comment les gens se déplacent dans la ville pour aller d'un endroit à l'autre pour répondre à leurs besoins. Puis c'est aussi les besoins évoluent dans le temps. Donc, il faut planifier aussi pas seulement les besoins d'une famille de 4 personnes, mais il faut penser aussi aux besoins d'une population étudiante, d'une population vieillissante. Il faut vraiment tout intégrer ça dans la planification, ce qui fait que des fois, les choix qu'on fait peuvent répondre à certains besoins à un moment donné dans notre vie. Puis plus tard, ça va être d'autres aménagements qui vont nous permettre de bien vivre dans la ville. Fait qu'on est vraiment dans un contexte aussi d'évolution. Fait qu'il faut être quand même flexible et s'adapter aux réalités du moment. C'est super intéressant. Puis Jean-François, est-ce que tu aurais un complément d'info? Quand tu disais aux réalités du moment, on a des exemples récents à Sherbrooke. Avec par exemple, on a une croissance démographique accélérée lors de la pandémie. Il faut s'adapter à ça aujourd'hui. Je parlais de changement climatique un peu plus tôt. C'est la même chose. Donc, ça implique des nouveaux équipements et tout ça dans l'environnement. Et pour ajouter à ce que Stéphanie disait, c'est très pluridisciplinaire, mais c'est aussi unique à chaque milieu. Dans une ville comme Sherbrooke, on le nommait au début, là, la balado s'appelle Côte à côte. Juste la topographie, le fait qu'on ait beaucoup de côtes à Sherbrooke, ça change la façon dont les gens se déplacent, ça change la façon dont la ville se développe. Donc, il faut quand même garder cette identité-là en tête. Sherbrooke a une identité, ça vient de son patrimoine, ça vient de ses paysages, ça vient de sa topographie. Et donc, il faut avoir ça en tête en même temps que d'avoir tous les autres paramètres, disons, qui entrent en ligne de compte en matière d'urbanisme, là, dont Stéphanie a énuméré tantôt. Peut-être pour compléter sur ce que Jean-François dit, c'est que dans les dernières années aussi, on a fait beaucoup de développement monofonctionnel. Donc, l'industrie à un endroit, le commercial à un autre, le résidentiel à un autre. Mais là, on s'en va vers des tendances plus de mixité des usages. Donc, on essaie de rapprocher les gens des services pour que ça soit plus accessible facilement à pied, avec des moyens de déplacement là, actifs et pas seulement avec l'automobile. C'est vraiment intéressant. Tu sais, là, on parle de différentes tendances, on parle de s'adapter aux réalités du moment. Moi, des fois, je suis dans la ville puis je suis comme pourquoi ça c'est comme ça? Hein? Pourquoi on a développé telle partie de la ville comme ça? Je ne sais pas si c'est une question que je peux vous poser ou si vous avez une réponse, mais pourquoi on a construit la ville comme ça? J'aimerais peut-être entendre. J'ai parlé tantôt du fait qu'on devait s'adapter au contexte. Puis de toutes les époques, ça a été comme ça. Là. Les villes les plus vieilles que les gens connaissent, là, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, ils n'ont pas été développés en fonction de l'automobile parce qu'ils ont été créés alors que l'automobile n'existait même pas. C'est le cas d'une partie de Sherbrooke, mais la majorité de l'urbanisation de la ville de Sherbrooke s'est faite à une époque où les gens découvraient l'utilisation de l'automobile, le pavillon de banlieue, le bungalow là, classique. Donc, et c'était une époque avec
le baby boom où il y avait beaucoup de demandes pour de l'habitation. Donc, dans les années 50, 60, il y a beaucoup de quartiers comme ça qui se sont développés et c'est très présent à Sherbrooke. Tu sais, à l'époque, mais à l'époque, tu sais, il y avait une automobile pour 5 personnes dans la maison ou 6 personnes dans la maison. Aujourd'hui, des fois, il y a 5 automobiles pour 3 personnes dans la maison. Fait que, tu sais, ça a vraiment changé. Puis là, aujourd'hui, on doit s'adapter à ça puis dire, OK, maintenant, comment on fait pour gérer toute cette présence automobile-là, par exemple, dans une ville? C'est vraiment... ça vient vraiment teinter les choix qu'on doit faire en matière d'urbanisme. Parce qu'à l'époque, on n'aurait pas imaginé qu'on aurait ce volume de circulation-là ou ce volume de congestion-là. Donc, mais tu sais, c'était l'époque. Les jeunes familles avaient besoin de ça. Mais aujourd'hui, ces gens-là, là, ils ont 75, ils ont 80 ans. Leurs besoins sont complètement différents, mais ils sont toujours aussi nombreux en termes de population, là. Donc, il faut adapter la ville à ces besoins-là. Très bien. Stéphanie, est-ce que tu voulais compléter avec... Oui, justement. En fait, c'est que aussi, tu sais, le contexte socio-économique aussi a beaucoup évolué. Donc, les maisons sont beaucoup moins accessibles qu'elles étaient. Les voitures aussi deviennent de plus en plus chères. Oui. Donc, ça aussi, c'est des besoins là, auxquels il faut répondre. Dans le fond, rendre ça plus accessible à tout le monde là, pour qu'ils soient capables, en fait, de résider à Sherbrooke, là. Quels sont les outils dont Sherbrooke se dote pour une croissance responsable? Je commencerai avec toi, Stéphanie. Première chose, c'est qu'on a un périmètre d'urbanisation. Dans le fond, c'est une limite où on concentre le développement. Donc, nous, on a un périmètre là d'environ 1/3 du territoire. On a 1/3 agricole puis 1/3 rural. Donc, nous, on développe vraiment dans le 1/3 urbain. Puis ça, c'est des limites qu'on peut pas changer sans demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, évidemment, on le change pas, là, parce que c'est très compliqué à changer, en fait. Il faut avoir vraiment des bonnes raisons, démontrer qu'on n'a pas d'espace ailleurs, qu'on n'est pas capable de reconstruire la ville sur la ville, par exemple. C'est-à-dire d'ouvrir des nouveaux secteurs à l'habitation ou de mieux planifier le développement. Donc, ça, c'est le premier gros outil, dans le fond, avec lequel on travaille. On a aussi des secteurs de conservation à des fins naturelles qu'on peut pas développer. Donc, ça, faut en tenir compte aussi. On a, par exemple, on a le Mont-Bellevue, là. Évidemment, on n'ira pas permettre la construction de maisons sur le Mont-Bellevue. Fait que ça, c'est des éléments, en fait, à l'intérieur de la ville auxquels il faut tenir compte, là. Super intéressant. Jean-François, est-ce que tu aurais un complément d'info? En fait, c'est quand tu dis les outils, il y en a de multiples. Les gens associent beaucoup l'urbanisme à la réglementation. Mais c'est loin de n'être que ça, là. En fait, il y a plein d'autres possibilités qu'on peut utiliser comme ville. Par exemple, on peut être propriétaire d'espace puis décider, OK, à quels usages on va les destiner, pour justement assurer que ça s'intègre bien dans son environnement. On peut travailler aussi avec plusieurs partenaires. Il y a beaucoup de partenaires impliqués dans l'urbanisme et dans l'aménagement du territoire dans une ville. Ça peut être les institutions comme, par exemple, ici, l'Université de Sherbrooke, par exemple, ou le centre de santé, le centre de services scolaires. Donc, et évidemment, tous les partenaires privés, là, les développeurs. Et ça nous oblige désormais, on n'a plus penser qu'en termes de réglementation. Donc, pour avoir un impact sur la ville, il faut penser et trouver des nouvelles façons de faire. Et pour ça, il faut planifier. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'exercices de planification en cours à Ville de Sherbrooke, là, que ce soit le plan d'urbanisme dont on parle beaucoup ces jours-ci, mais il y a aussi une politique de mobilité durable là, qui est en création. Il y a eu le plan nature, on travaille une politique de l'arbre, plan climat également, la politique de développement industriel, la politique de sécurité routière, la politique de l'habitation également. Donc, ça, c'est tous des documents qui sont complémentaires et qui viennent nous donner des outils pour dire, OK, comment on va agir sur la ville? On va agir, oui, peut-être avec des règlements, mais aussi avec plein d'autres choses. Moi, c'est vraiment intéressant. Puis, je vous trouve bon, vous parlez du plan d'urbanisme. Puis, je vous ai souvent entendu dire, le plan d'urbanisme, c'est vraiment un important exercice de planification. On pense la ville sur 10 ans. Concrètement, c'est plus qu'un exercice de planification, c'est aussi un contrat social avec notre population, si je ne m'abuse. Effectivement, puis c'est aussi un contrat qu'on fait aussi avec les autres services parce qu'on les implique aussi beaucoup dans la création, dans le fond, du plan d'urbanisme. On les consulte pour connaître aussi vers où ils s'en vont, pour s'assurer, en fait, qu'on ait un document qui soit vraiment intégrateur
puis qui permettent d'avoir une vision commune pour les prochaines années à Sherbrooke, là. Ben justement, j'ai une question en fait là, tu sais, vous parlez du plan d'urbanisme, clairement, tu sais, vos yeux sont illuminés tout ça, mais moi dans ma tête un plan d'urbanisme là, pow, gros document, super épais, super compliqué avec un langage très technique, tu sais, ça ressemble à quoi concrètement le plan d'urbanisme? C'était ça, les dernières versions d'un plan d'urbanisme, ça ressemblait souvent à ça, un document lourd, un peu vraiment destiné aux experts. Mais nous, ce qu'on souhaite faire avec le nouveau plan d'urbanisme, c'est vraiment un document accessible, un document d'une 100aine de pages avec quand même des cartes, des plans, des explications aussi qui permettent aux gens de comprendre vers où on veut aller. Puis c'est un document aussi qui va être relu par des spécialistes en communication pour s'assurer finalement que le vocabulaire qu'on utilise est vraiment permet aux gens de bien comprendre le but du document. Donc c'est sûr que pour nous, ça premier élément qu'on s'est dit en voulant faire le plan d'urbanisme, c'est on veut un document accessible qui intéresse les gens, puis qui c'est pas un document qui va être tabletté là, finalement. Wow. Fait que mon oncle, ma tante vont pouvoir le lire. Ils se diront, ah, c'est là que Sherbrooke s'en va en 2035. Moi, j'aimerais vous entendre. Lucie, vous en avez parlé un peu tantôt, Jean-François. Tu mentionnais différents plans politiques en cours. Lucie, sur Facebook, nous a écrit, bref, plus elle y réfléchit, plus elle se demande si les 3 grands chantiers en cours sur le territoire, plan nature, politique de l'arbre, plan d'urbanisme, vont se rencontrer à quelque part où tous des trucs qui sont réfléchis un à côté de l'autre, puis tant mieux si c'est raccord, mais tant pis si ça ne l'est pas. Est-ce qu'elle a raison, Lucie? Non, en fait, on travaille vraiment en collaboration, comme on disait tantôt. Là, c'est vraiment en collaboration avec les autres services. Donc aussi, le but, c'est d'intégrer les autres politiques, en fait, les grandes lignes des autres politiques, parce que les politiques en tant que telles vont être beaucoup plus précises là, dans leur niveau d'action. Mais nous, c'est sûr qu'on reprend la base de ces politiques-là pour les intégrer dans le plan d'urbanisme, pour s'assurer, en fait, qu'on s'en va tous dans la même direction, là. OK. Pour ce deuxième segment d'épisode, en fait, je veux parler justement du plan d'urbanisme concrètement. Ça semble répondre à beaucoup de besoins. Et il y a Sylvie sur Facebook qui nous a écrit « Sherbrooke, c'est une belle ville en effet, mais plus de terrain pour les joueurs de tennis léger. » Le pickleball est très populaire dernièrement, sera un atout de plus, de signer une retraitée qui aime bouger. Est-ce que le plan d'urbanisme va même répondre aux besoins très précis comme celui de Sylvie dans ce cas-ci? Ben d'abord, c'est une bonne nouvelle qu'il y a des retraités qui veulent bouger sur notre territoire. Mais oui, le plan d'urbanisme va jusque-là. En fait, il va pas jusqu'au pickleball, par exemple. Là, il va pas dire où est-ce qu'on va mettre le pickleball, mais c'est le plan d'urbanisme, par exemple, il va venir prévoir que ça prend des espaces de loisirs dans les quartiers. Tu sais, on a parlé tantôt des quartiers où on peut vivre au quotidien sans prendre tout le temps sa voiture, mais ça implique aussi des loisirs. Donc, un plan d'urbanisme, ça ratisse vraiment large et donc ça va être, ça sert à toutes les équipes de la ville, notamment ceux des parcs, à venir identifier où est-ce qu'on va les mettre, ces parcs-là, tu sais, où est-ce qu'ils sont nos besoins. Puis eux, qui sont des spécialistes du loisir, ce qui n'est pas notre cas, vont dire où est-ce qu'on va le mettre, le pickleball. Donc, malgré ce qu'on pourrait croire, le plan d'urbanisme a même une influence là-dessus. Tu sais, je vous disais tantôt, quand on sort de chez nous, ça a un impact sur ce qu'on va faire. Ben, si on décide d'aller jouer au pickleball, ben, ça fait partie, ça aussi, de l'urbanisme. J'adore la réponse. Ça me rassure et je suis sûre que ça va rassurer Sylvie aussi. Jean-François, on parle des différentes choses qui peuvent être incluses dans le plan d'urbanisme, de tout ce que ça peut toucher. Moi, je me demande, Stéphanie, tu nous as dit que c'était pas un document plate, si on veut, que c'était un document intéressant pour tout le monde, mais à quoi ça sert un plan d'urbanisme? Jean-François? En fait, j'ai mentionné un peu plus tôt qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient impliqués dans l'aménagement du territoire. Des fois, ils savent même pas. Mais les choix qu'ils font ont un impact sur l'aménagement du territoire. Et le plan d'urbanisme, c'est pas un document qui appartient seulement à la ville, c'est un plan de la communauté. Oui, la ville le produit, mais c'est un plan pour la communauté. Donc, il y a plein de gens qui doivent s'inspirer de ce qu'on a mis là-dessus pour prendre des décisions. Et on s'assure qu'ils adhèrent à cette vision-là en les consultant, en travaillant avec eux en partenariat. Donc, vraiment, on se fait une vision commune comme communauté, puis après, on identifie comment on peut collaborer ensemble pour y arriver. Donc, le plan d'urbanisme, c'est une façon comme de pas avoir une ville qui se développe de façon chaotique.
On veut pas dire Sherbrooke s'est développé tout croche, comme on pourrait entendre à certains moments. Là, on veut pouvoir dire dans peut-être 40, 50 ans, parce que c'est un document de longue vue, là, le plan d'urbanisme. On est déjà en train de réfléchir le Sherbrooke de demain. Là. On veut s'assurer que les gens plus tard disent la gang qui a fait ça en 2024, il était vraiment aligné sur une belle vision, puis aujourd'hui, j'en profite. Là. Ouais. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Stéphanie? Oui, en fait, la ville de Sherbrooke actuelle, dans le fond, c'est une ville fusionnée. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir un plan d'urbanisme. Présentement, le plan d'urbanisme il est intégré à l'intérieur du schéma d'aménagement. Oui. Parce qu'on est une ville immersée. Bon, ça, deux concepts quand même un peu plus complexes, là, peut-être. Mais en fait, c'est le même territoire, mais c'est deux niveaux de planification. Donc là, le plan d'urbanisme, ça va permettre aussi d'avoir une vision unifiée de la ville pour la première fois au niveau plus du développement urbain. J'ai envie de vous entendre sur un commentaire qu'on a reçu de Marco qui nous dit « Je comprends le principe d'une vue à long terme, mais avec l'état des infrastructures et de nos routes et rues, je pense personnellement qu'une vue de plus proche, ça serait bien, car ouf, pas facile. » Jean-François, est-ce que tu aurais quelque chose à répondre à Marco? Je comprends Marco, parce que on est tous des humains, on est préoccupés par ce qu'on vit au quotidien. Je disais tantôt, quand on sort de chez nous, souvent on va voir que la rue est pas à notre goût. Mais faut pas perdre de vue que justement nos interventions sur les infrastructures nécessitent une planification, et c'est dans un plan d'urbanisme, comme dans d'autres documents que j'ai mentionnés, d'autres documents de planification, qu'on va intervenir là-dessus. Puis si on fait pas les bons choix aujourd'hui, on risque de se retrouver avec des problèmes à plus long terme sur nos infrastructures, parce que là, ça va être difficile de les entretenir parce que, par exemple, elles seront pas adaptées et tout ça. Donc, c'est d'où la nécessité d'avoir cette vue d'ensemble-là. Vraiment intéressant. Puis, je vous fais réagir sur un deuxième commentaire. Je te regarde, Stéphanie. Linda nous a mentionné un plan d'urbanisme pour vrai, détruire les forêts et les boisés de Sherbrooke, ajouter du béton pour garder la chaleur, laisser les promoteurs et les vrais dirigeants de Sherbrooke construire des logements à des prix de location exorbitants. Bref, elle dit ça, c'est des choses qui me préoccupent. Puis, elle a vraiment hâte de voir le plan. Moi, j'aimerais savoir un petit sneak peek. Est-ce qu'on va répondre aux préoccupations de Linda? Oui, parce que en fait, le but, c'est justement de pas détruire les forêts partout, de pas mettre du béton partout. C'est plutôt de faire l'inverse, dans le fond, d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc ça passe par plus de verdissement, par des meilleurs moyens de mobilité. Bon, il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut mettre en place. Puis on a aussi des orientations gouvernementales auxquelles il faut répondre. Donc, évidemment, le gouvernement, le but, c'est pas que les villes construisent du béton ou mettent du béton partout, mais plutôt, justement, d'améliorer la qualité de vie des résidents. Donc, nous, le but, c'est vraiment plus de faire l'inverse, d'améliorer le verdissement. D'ailleurs, Stéphanie, tu parlais des orientations gouvernementales. Je comprends donc que la Ville n'a pas nécessairement carte blanche pour l'élaboration du plan d'urbanisme. Effectivement, les orientations gouvernementales doivent être intégrées dans le schéma d'aménagement, puis le plan d'urbanisme doit être conforme au schéma d'aménagement. Okay. Donc, tout est parallèle, en fait, pas parallèle, mais plutôt découle un de l'autre. Oui. Donc, une des orientations, en fait, que le gouvernement nous demande, c'est de consolider des milieux de vie complets en planifiant les transports de façon intégrée. Okay. Donc, ça, c'est une grande orientation, mais pour y arriver, il faut démontrer au gouvernement qu'on a mis en place des mesures. Donc, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre dans le plan d'urbanisme déjà à la base là, du plan d'urbanisme. C'est vraiment intéressant. Puis, je vous fais réagir sur un autre commentaire. Kate, quand elle a entendu un de nos messages clés pour le plan d'urbanisme qui est Sherbrooke à notre image, elle a réagi. Elle a dit « Sherbrooke à notre image, Sherbrooke est tout sauf à notre image depuis quelques années. » Elle parle de terre-plein pas tondu, de rues abîmées, rétrécissement des rues pour les vélos. Elle dit que Sherbrooke, elle n'est plus comme elle est. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que Sherbrooke a changé? Est-ce que les Sherbrookois doivent commencer à s'inquiéter qu'on perde son identité? Je vous écoute. Bien,
Nous, dans le plan d'urbanisme, c'est sûr qu'on veut mettre en valeur l'identité que les citoyens nous ont mentionnée pendant les consultations publiques. C'est quoi Sherbrooke? Fait que c'est sûr que l'identité de Sherbrooke, on veut pas la perdre. Puis la façon dont on voit la ville, c'est aussi la façon qu'on l'utilise. Donc, si on est toujours en voiture, ben on va l'avoir d'une certaine façon. Si nous, on est plus actifs, on va l'avoir d'une autre façon. Si nous, les milieux naturels ou l'environnement nous préoccupent, on va voir la ville d'une autre façon. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des aménagements qui vont correspondre aux besoins de certaines personnes, mais pas à d'autres, où les gens verront pas l'intervention de la même façon. Donc, oui, la ville évolue, puis c'est normal parce que de toute façon, depuis que la ville existe, évidemment, elle a évolué sur elle-même. Ouais. Puis, nous, on veut la faire évoluer encore plus, mais pour améliorer les milieux de vie. Là. Justement, parlant de futur, je vais vous amener sur un petit peu les prochaines étapes. Je vous résume. Il y a Marc et Sébastien qui nous ont écrit sur Facebook. En gros, Sébastien déplore que la ville n'écoute pas vraiment la population et Marc, lui, de son côté, souligne que pour s'être déjà impliqué dans une démarche citoyenne, il y avait un peu l'impression que tout était décidé un petit peu d'avance. Donc, je lance la première question à ma co-animatrice, Olivia. Est-ce que, pour le plan d'urbanisme, vous allez vraiment consulter ou c'est un peu déjà décidé? C'est un peu, je vais commencer. Stéphanie à le mentionner, on consulte, oui, on n'a pas carte blanche. Donc, il y a certains éléments pour lesquels on doit répondre à des orientations du gouvernement. Cependant, oui, on consulte la population et les parties prenantes. On a eu la chance d'avoir un super beau mandat pour le plan d'urbanisme où on s'est donné un défi d'impliquer les gens puis de les faire participer en amont de la rédaction d'une première itération du plan d'urbanisme. Des fois, on voit ça, des projets où on vient consulter les gens sur un projet déjà tout monté, tout manché. Ils ont peut-être un espace pour réagir, mais on leur présente quelque chose de tout fait. C'est pas ce qu'on a fait dans ce cas-ci. On est venu les voir au début de la démarche pour avoir leurs idées, leurs préoccupations. À partir de ce qu'ils nous ont dit, on a bâti d'autres activités participatives. Puis, on vient tout juste en décembre de présenter un rapport qui résume les 16 grandes priorités qui en sont ressorties des résultats de cette démarche-là. On a aussi travaillé avec une firme externe pour garder un peu le volet neutre de la démarche, mais ils sont aussi spécialisés en participation publique en contexte d'urbanisme. Donc oui, on consulte en amont et par ailleurs, ce n'est pas fini. On a la chance d'aller retourner en rétroaction, si on veut, avec les gens qui ont participé et l'ensemble de la population. Si vous n'avez pas pu participer à la première portion, vous pourrez le faire à nouveau. Comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, contrat social, projet collaboratif, projet de communauté, c'est vraiment au cœur de ce projet-là. Super. Jean-François, à la question, est-ce que vous allez vraiment consulter la population? J'aimerais t'entendre à cet effet-là aussi. En fait, c'est une étape qui a vraiment une grande importance parce que les gens, ce sont les véritables experts de leur milieu. C'est eux autres qui connaissent leur milieu. Donc, on a besoin de ce qu'ils nous disent pour pouvoir planifier la ville. C'est sûr que nous, avec le plan d'urbanisme, on vise une vision macro, mais on a besoin de leur vision micro, de leur quartier, de leur milieu de vie. On veut savoir comment ils le vivent, qu'est-ce qu'ils apprécient là-dedans. Ça nous permet d'orienter nos travaux pour que ça reflète vraiment leur identité, leurs préoccupations et tout ça. Puis, j'ajouterais que ces exercices-là de participation citoyenne, c'est une bonne façon de montrer c'est quoi l'urbanisme. Donc, expliquer aux gens c'est quoi. Donc, il y a une partie qui est plus comme d'information ou d'éducation des gens sur ce que c'est l'urbanisme. Et faut rappeler aussi que c'est un exercice qui est politique. Donc, ils ont une représentation démocratique. Ils ont élu des gens sur un conseil municipal et ces gens-là, ils les écoutent aussi. Là, ces gens-là, ils leur parlent. Donc, c'est une autre belle opportunité d'avoir une influence là-dessus. Et leurs représentants, donc les conseillers municipaux, sont impliqués dans le processus. Là. Ils nous parlent, on parle avec eux très régulièrement là, pour adapter le contenu aux aspirations et aux préoccupations que les citoyens ont là, dans leur quotidien. Ben merci. J'enchaîne en fait avec un commentaire de Marlène qui, je pense, saura vous plaire. Marlène dit qu'elle vit à Sherbrooke depuis 2010. La flamme est toujours là. Elle est toujours en amour avec sa ville et que pour elle, pour une famille, en fait, c'est un endroit merveilleux pour grandir et vivre. On le sent, la population sherbrookoise aime sa ville. Moi, je vais vous entendre sur les grandes ambitions du PU. Est-ce qu'on a envie, par exemple, de faire de Sherbrooke un deuxième Montréal ou un deuxième Québec? Jean-François?
en fait, Sherbrooke ne sera jamais Montréal ou Québec parce que c'est Sherbrooke. Tu sais, on a parlé d'identité. C'est important que la ville continue d'avoir son identité propre. Tout en s'adaptant aux nouvelles réalités, là, la croissance démographique. Il y a plus de monde qui vivent à Sherbrooke qu'avant. Ouais. Les gens sont différents, leurs besoins changent, comme je l'ai mentionné à quelques reprises. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on les fait participer à cet exercice-là pour aller capter c'est quoi leur aspiration aujourd'hui, puis d'adapter la ville en conséquence. Mais ça veut vraiment pas dire que ça va devenir comme Montréal ou comme Québec. Ça va rester Sherbrooke, là. Justement, tu nous parles de l'ADN sherbrookois. C'est quoi l'ADN de Sherbrooke? Ben, en fait, l'ADN de Sherbrooke, il peut être défini par la vision que la ville vient d'adopter avec sa planification stratégique. C'est-à-dire Sherbrooke, une ville qui est engagée, une ville qui est durable, une ville qui est inclusive et qui est innovante, où la nature va venir inspirer la vie urbaine. Moi, j'aimerais savoir, je te poserai la question, Stéphanie, le plan d'urbanisme, on en est où? Puis c'est quoi les prochaines étapes? Bien là, on est en train de finaliser, en fait, le document là, du plan d'urbanisme. Donc, comme tu mentionnais tantôt, on va faire une deuxième phase, une rétroaction, en fait, sur les consultations qu'on a fait cet automne et l'été passé. Ensuite, le projet du plan d'urbanisme va être adopté par le conseil municipal. Oui. Ensuite, la loi nous impose, dans le fond, une consultation sur ce premier document, en fait. Puis, par la suite, le conseil municipal adopte de façon finale le document. Merci. Je conclus ce segment-là en vous posant une question plus personnelle. Donc, je la pose pas à l'employé de la ville de Sherbrooke, mais vraiment à la citoyenne et aux citoyens. Sherbrooke 2035, à notre image, elle ressemble à quoi? Je commencerai avec Olivia. Aïe, aïe, je m'attendais vraiment pas à faire poser la question. Sherbrooke à notre image en 2035. Moi, j'habite à Sherbrooke depuis 7 ans. Je viens de Montréal et il y a une raison pour laquelle je l'ai choisi. C'était de pouvoir prendre mon auto et aller faire des loisirs, des sports de nature à comme 5 minutes de chez moi puis faire ça après le boulot. Tandis qu'avant, je devais en prendre une fin de semaine au complet pour aller faire un grand projet et vivre ça comme à Tremblant. Fait que pour moi, Sherbrooke à notre image, c'est une ville qui est verte et accessible. Stéphanie? Moi, j'aimerais que les gens aient des meilleurs choix en habitation, par exemple, en mobilité, puis qu'on crée vraiment des milieux de vie complets qui soient mixtes, que les gens puissent vraiment puissent grandir, en fait, dans Sherbrooke, là, donc du début à la fin de leur vie, puis qu'ils puissent répondre à leurs besoins là, facilement. Merci. Jean-François? Moi, ce que je voudrais, c'est que quand je sors de chez nous, je puisse répondre à tous mes besoins et à mes intérêts. Tu sais. Ça veut dire peut-être fréquenter un café de quartier, aller voir un spectacle, aller jouer au pickleball. Non, c'est pas mon cas, mais puis accéder à la nature, à des grands parcs, à des sports disons, en milieu naturel, sans avoir à planifier ça un mois d'avance. Donc, bref, une ville qui répond à mes besoins quotidiens sans que j'ai besoin de trop d'investir de temps. Merci. Je vous remercie pour votre réponse, mais je vous remercie aussi pour votre présence, Stéphanie, Jean-François, Olivia. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent dans vos oreilles ou sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, cet épisode-là met la table vraiment pour l'ensemble de la saison 1. Donc, je vous invite à écouter les autres épisodes. Rendez-vous au sherbrooke.ca/balado. Merci et à bientôt.